Hello! Let's do it again avec le troisième épisode de cette rechute en enfance avec la première partie de modification physiologique de la grossesse. Et cet épisode, je l'ai appelé la métamorphose à couper le souffle de la femme enceinte. Génial! En première partie, on verra les modifications générales. En deuxième partie, les glandes endocrines. Et enfin, les modifications métaboliques. Les modifications générales, le développement et la croissance du fœtus, l'adaptation de la mère à l'état gravidique, à l'état de grossesse, et la préparation de la mère à l'accouchement et à l'allaitement. Donc il y a des modifications un peu sur toutes les échelles. C'est pour ça que vous allez voir que la grossesse, c'est pas quelque chose de facile. Reconnaître ce qui relève de la physiologie, donc il faudra faire attention, physio, c'est pas pareil que patho, donc on va avoir surtout de la physio, c'est-à-dire normale. Et s'il y a des trucs qui se passent et que ça devrait pas, là on parlera de patho. Évaluer les répercussions potentielles de la grossesse sur la mère, c'est-à-dire que le corps de la maman il va être le reflet des modifications, et le fœtus aussi, s'il y a un truc qui arrive au bébé, il y aura aussi des répercussions sur l'un et l'autre en cas de patho préexistante. Ça veut dire une personne qui est diabétique de base, eh bien, il y aura une variation quelque peu différente et peut-être que c'est plus risqué aussi. Donc, on va aborder la notion de facteur de risque. Et quel est le facteur de risque qu'une personne qui a le diabète, une maman qui a le diabète, est de plus ou de moins que quelqu'un qui n'a pas de diabète. Et inversement, pour évoluer la répercussion de la pathologie sur la grossesse. Montrer un accompagnement individualisé donc à chaque patiente. Chaque grossesse est unique. Ça, c'est super important parce que la grossesse, comme quand on intervient auprès d'un patient, un médecin, un kiné, un dentiste, parfois on pense à répéter les mouvements, dire bon voilà, on va avoir une carie, c'est une carie, on va avoir une luxation d'épaule, mais c'est vraiment différent à chaque fois. Et en plus, la grossesse, c'est tellement un moment hyper personnel et intime que vraiment ça se passe pas pareil à chaque fois. Moi, j'ai eu 3 accouchements et enfin là depuis septembre et c'était différent à chaque fois et c'est juste incroyable. Donc il faut vraiment considérer la personne dans son unité et sa spécificité. Le développement d'une grossesse nécessite un état d'immunodépression pour la mère parce qu'elle a en fait son corps la considère comme si voilà, elle accueillait un truc étranger à son corps. On parle d'une greffe semi-allogénique. Semi, c'est moitié, allogène, donc des gènes. Puisqu'il y a 50% maman, 50% de papa de gènes. Donc la maman reçoit 50% de gènes extérieurs. Donc le corps, il peut juste dire waouh, ok, il y a un truc qui va pas, il va déclencher son système immunitaire. Mais du coup, c'est pour ça qu'on va se mettre en immunodépression, comme quand on a le VIH. On va se mettre en immunodépression pour que le corps ne détecte pas ces 50% étrangers. La moitié du gène du fœtus sont étrangers à l'organisme maternel, donc c'est papa. Température, papa, voilà quoi, du spermatozoïde. Température corporelle au premier trimestre sous l'effet de la progestérone. On essaye de faire des liens avec les cours qu'on a vus ultérieurement. La température est normalement supérieure ou égale à 37 degrés, donc en moyenne. On parlera d'hypothermie relative physiologique en fin de grossesse. Donc en fin de grossesse, jusqu'à l'accouchement, la maman, il lui arrive d'avoir en fait 36, parfois 36,5, 36, et c'est physiologique. C'est pas, il y a rien de grave. C'est le corps réagit de manière normale de cette manière-là. Le poids, il va être suivi tout au long de la grossesse, super important, hein, tout au long des consultations que maman va avoir. Au premier trimestre, de T1 à T2, on va parler de T1, T2. Normalement, on a gagné 1 kg par mois. Si on faisait 60 en début de grossesse, eh bien, normalement, à T1, T2, on est à 61. À T3, on a gagné 2 kg. Donc, on est à 62, par exemple. On se sert d'indices de masse corporelle, donc de l'IMC, pour conseiller les mamans. Donc, si elle a trop de poids, si elle a 100 kg avant la grossesse, ça peut être danger, donc on va le dire, on perd un peu de poids. En moyenne, on a donc 5 kg de bébé, plus le placenta, plus le liquide amniotique. Donc ça va croître tout au long de la grossesse, donc c'est pour ça que ça doit être anticipé et calculé. 3 kg de tissu dont la masse augmente, c'est-à-dire que l'utérus et le liquide extracellulaire, plus les 4 kg de dépôt lipidique. Donc voilà, ça croît tout au long de la grossesse. Pour une patiente de poids normal avec un IMC entre 19 et 24, on considère, donc important, on retient cet IMC, hein, un IMC normal entre 19 et 24, on considère qu'une prise de poids de 9 à 12 kg est l'objectif à tenir.
Donc, si on est pareil, si on, donc IMC normal, c'est-à-dire que c'est un poids qui est correct, mais on essaye aussi parfois de faire prendre du poids à maman parce qu'il faut aussi qu'elle ait la corpulence correcte pour porter un être vivant. Donc il faut pas voilà, être trop frêle ou trop en danger au niveau de notre poids pour bébé. Pour une patiente donc dite obèse de 5 à 9 kg donc à perdre et pour une patiente maigre 15 kg. État général. Cette prise de poids est de plus soumise à l'état général de la patiente. Donc, s'il y a des vomissements, ben, on va perdre du poids. On s'attend à ce qu'elle ne prenne pas de poids pendant les 3 et 4 premiers mois. Cette prise de poids, elle est importante car il y a des risques d'anomalie, donc de prise de poids du bébé. Ensuite, à l'inverse, s'il y a une prise de poids qui est trop importante, trop rapide, bah, ça va nous faire suspecter une pathologie de type diabète. Un diabète gestationnel, ça veut dire que la maman n'avait pas de diabète avant, mais c'est un diabète qu'elle a, qu'elle a eu pendant la grossesse, en fait. Qu'elle a déclenché. Donc, une grossesse peut déclencher un diabète. Mais normalement, c'est censé partir après. Ou des erreurs d'alimentation. Dans ce cas-là, on sera amené à conseiller la patiente pour qu'elle ait une meilleure hygiène alimentaire, pour qu'elle reste donc dans ses objectifs. On retrouve systématiquement chez la patiente une augmentation de panicule adipeux et une baisse de seuil de la soif. Donc elle s'hydrate moins. Donc on essaie de l'encourager à s'hydrater, de se la rappeler. On peut retrouver de l'anxiété, des douleurs, des baisses de qualité de sommeil, notamment en fin de grossesse. On retrouve de manière irrégulière chez la patiente une somnolence, c'est-à-dire pas chez toutes les femmes, mais on peut retrouver de la somnolence, surtout en début de grossesse, et on parle d'asthénie, c'est une fatigue pathologique en début et en fin. Les glandes, on va voir ensemble l'hypophyse, la thyroïde et la parathyroïde, et les surrénales et le pancréas. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis cette image pour surrénal et pancréas, c'est pas ça. Mais ça, vous avez la natte pour ces images-là. Hypophyse. L'hypophyse se trouve dans une cavité osseuse, la fosse hypophysaire, en se situant dans l'os sphénoïde. Elle est protégée par la selle turcique, vous allez le voir ça dans le cours de tête et cou. Elle est protégée par la selle turcique, donc en vue supérieure. Elle est protégée par la selle turcique et elle a pour rôle de contrôler la fonction des glandes endocrines. Donc hypophyse, elle va contrôler les glandes endocrines. Elle est divisée en deux parties. On a l'antéhypophyse, l'hormone de croissance. Elle va gérer tout ce qui est hormone de croissance, la prolactine, la FSH, la LH, la TSH et la CTH. On se rappelle, ils ont pour commun la sous-unité alpha de la HCG. Et on a la posthypophyse qui, elle, va s'occuper de l'ocytocine. Voilà, je vous l'avais évoqué brièvement, ça nous permet la contraction. L'ocytocine et la vasopressine ADH. Alors il y a aussi des modifications anatomiques de cette hypophyse lors de la grossesse. Les cellules hypophysaires vont subir des variations importantes, notamment au niveau du poids. Le poids de l'hypophyse avant était environ de 0,4 g et il va doubler, on va passer à 0,8 g. Ça tombe, hein. Tout est important, on se rappelle en maïeutique, toutes les valeurs, les périodes, l'évolution des choses. Après l'allaitement maternel, normalement, elle revient peu à peu à sa valeur d'origine, environ 0,4 g. C'est précis, hein, 0,4, 0,8. Modification fonctionnelle, la TSH, la thyréostimuline plasmatique, elle va diminuer lors du pic d'ACG placentaire. Ça veut dire qu'elle elle va diminuer, notamment quand on va arriver au max de l'ACG. Jusqu'à 10-12 semaines d'aménorrhée, puis elle va augmenter en restant dans la normale. Pendant la diminution de la bêta-HCG, donc c'est notre hormone la première à être détectable, donc pendant que la bêta-HCG va diminuer, et bien à l'inverse, la THC, elle va augmenter. Donc si vous connaissez le chemin de la HCG, vous pouvez plus ou moins connaître le chemin de la TSH. Rappel, l'HCG est le premier messager soluble de la grossesse.
Vous avez là un petit schéma avec en vert la HCG, on a vu qu'elle pique à 12, ensuite elle diminue et elle stagne de 3 mois jusqu'à la fin. Et à l'inverse, la TSH, elle va descendre, elle va arriver à son taux minimal lorsqu'on a au taux maximal d'HCG et ensuite elle va augmenter progressivement. Graphique, donc voilà, la bêta HCG, elle augmente. En début de grossesse, jusqu'à 10 semaines de grossesse, semaines de grossesse ou 12 semaines de grossesse, 12 CG 10 semaines de grossesse ou 12 semaines d'aménorrhée, et ensuite elle va diminuer petit peu à petit pour rester dans une dose faible. Au moment du pic d'ACG à 10 semaines de grossesse, on a vu 10-12 avec le cours précédent, il y a le taux le plus bas à TSH, puis il va augmenter jusqu'à arriver à un taux normal en fin de grossesse. La prolactine sérique, c'est une hormone peptidique qui est sécrétée par les cellules lactotropes. Prolactine, lactotrope, bon, ça ressemble un peu lactine, lacto de l'anté-hypophyse, donc l'avant de l'hypophyse, anté, post. Donc anté, l'avant de l'hypophyse, il va sécréter de la prolactine sérique. Ses rôles sont multiples. Ça va notamment intervenir dans la lactation, lactotrope, dans la reproduction, la croissance, lactogène, lait, je sais pas, croissance. On dit que le lait pour les os, grandir, l'immunité et le comportement humain. Intéressant. Elle augmente progressivement pour être 5 à 10 fois plus élevée en fin de grossesse. Donc elle ne double pas comme notre hypophyse, mais elle quintuple. Elle augmente 5 à 10 fois plus jusqu'en fin de grossesse. Puis la prolactine, elle aussi, elle va augmenter, plus la production de FSH et de LH qui, elle, à l'inverse, diminue. FSH, LH diminue, prolactine augmente 5 à 10 fois le taux initial. Le taux de prolactine reste à son taux important après l'accouchement en cas d'allaitement maternel. Donc s'il n'y a pas d'allaitement, ça diminue. S'il y a de l'allaitement, c'est un peu plus prolongé. Donc prolactine, croissance. Donc on continue à en sécréter pendant l'allaitement et après ça redescend. Parce qu'il y en a d'autres, c'est avant l'allaitement. D'accord ? Si la patiente ne désire pas allaiter, donc voilà, ça diminue. L'ocytocine augmente au cours de la grossesse pour atteindre 165 microgrammes par millilitre. Important, ça augmente. L'ocytocine, on l'appelle aussi la syntho, qu'on va parfois injecter dans maman qui n'arrive pas à accoucher, arriver à terme à l'hôpital. On accouche voilà, on leur injecte souvent de l'ocytocine pour aider à la contraction parce que normalement on arrive à un taux max de 165 et c'est ça qui va aider à la délivrance et parfois on n'arrive pas donc on aide, on ajoute. Elle a un rôle de régulation dans le déclenchement, comme on l'a vu avec la CRH, je crois, oui, dans le cours précédent. Elle a un rôle de régulation dans le déclenchement et dans l'avancée du travail. Maintenant, on va voir la thyroïde et la parathyroïde. Alors, ce sont des glandes endocrines qui sont à la face antérieure du cou de l'espèce humaine. Oui, on est des humains. Régulant chez les vertébrés de nombreux systèmes hormonaux, notamment la sécrétion de la T3 et T4, triiodothyronine et thyroxine. Mais également des hormones comme la calcitonine. La calcitonine, elle est hypocalcémiante. Ça veut dire que ça va diminuer du calcium dans le sang. Et hypophosphorémiante qui va diminuer le phosphore dans le sang, visant à augmenter le stockage du calcium dans le sang. Si c'est pas dans le sang, c'est dans une box. Donc on a dit, c'est hypocalcium dans le sang, donc c'est hypercalcium dans l'os. Hypophospho dans le sang, donc c'est hyperphospho dans l'os. Donc ça stocke dans l'os et ça déstocke dans le sang. Parathyroïde, ça sécrète la parathormone, la PTH, et ensuite on a aussi d'autres, ça donc régule les taux de calcium et de phosphore dans le sang maternel. Donc voilà, cette thyroïde là, elle permet de réguler le taux de calcium et de phosphore. Hormone hypercalcémiante. La PTH, c'est une hormone qui est hypercalcémiante. Donc elle, au contraire, la PTH, à l'inverse de la calcitonine, elle va déstocker. Elle va hyper dans le sang du calcium. Modifications liées à l'iode. Il y a 2 modifications qui apparaissent au niveau de cette glande, au niveau de la thyroïde parathyroïde. Donc ça augmente la filtration glomérulaire et l'excrétion rénale d'iode, parce que c'est le rein qui va sécréter de l'iode et du coup, ces hormones-là, elles vont stimuler le rein pour sécréter l'iode. Perte d'iode au niveau du complexe fœtoplacentaire en fin de grossesse. Fin de grossesse, on en sécrète moins.
Les conséquences cliniques. On peut avoir une hypertrophie pendant la grossesse, on peut avoir une hypertrophie de la thyroïde. C'est un mécanisme qui est compensateur pour maintenir la production hormonale. Donc, pour bien produire nos hormones, et ben, la thyroïde, elle tellement travailler qu'elle va... C'est pour ça que les femmes enceintes, parfois, on n'en peut plus. Si elles n'en peuvent plus, personne n'en peut plus. Léger goitre physiologique, donc c'est ça, hein, c'est cette hypertrophie de la thyroïde, léger goitre physiologique chez 50% des femmes. Pareil, important, 50%, pas 100%, pas 10%, c'est la moitié. La moitié des femmes ont un léger goitre physiologique. Physiologique, c'est-à-dire que c'est normal pour une femme enceinte. Possibilité de carence en iode. Et oui, on peut ne pas avoir assez d'iode si notre thyroïde parathyroïde ne fonctionne pas très bien et ne communique pas assez d'infos pour notre rein. Pas de supplémentation systématique en iode en France. En France, eh bien, on nous donne pas de manière évidente de l'iode, de manière directe de l'iode. Quand on découvre que tu es une femme enceinte, on va pas te prescrire de l'iode. Il y a des choses qu'on va prescrire directement, certaines sérologies par exemple, mais on va pas te prescrire automatiquement de l'iode. On va attendre qu'il y ait vraiment un besoin vital. On va privilégier l'alimentation. L'alimentation qui est riche en iode, comme le lait, le poisson, les œufs et le sel. Un sel qui est enrichi en iode. Donc voilà, si on est en risque de carence de iode, c'est que souvent, parfois, c'est une question géographique. Il se trouve qu'il y a des régions en France où on est plus en carence d'iode. C'est souvent les régions montagneuses, très hautes, zones subsahariennes. Pour éviter ces carences, là, on va supplémenter ces femmes-là. On va leur prescrire 100 à 150 microgrammes d'iode par jour. Mais c'est pas commun à tout le monde. Modification des hormones thyroïdiennes. Le taux circulant est de la principale protéine, la TBG, de transport des hormones thyroïdiennes augmente. Donc, le taux de ces hormones de transport, de T3 et de T4, donc je sais pas quoi, là qu'on a vu tout à l'heure, et la T4, totale, vont augmenter. Aussi, ce qui rend leur dosage inutile pendant la grossesse. Donc, ça va augmenter, sauf que bon, il y en a un peu aussi avant, donc en vrai, leur dosage, il n'est pas intéressant, pas forcément représentatif. Moi, je me disais, les totales augmentent parce que, en fait, total, genre, c'est... Total, c'est quand ils sont assemblés, et quand ils sont libres tous les deux, ils sont faibles, mais quand ils s'assemblent ensemble, ils augmentent. Il y en a moins des libres parce qu'il y en a plus des ensemble. Je sais pas si c'est clair. Je crois que je ne vous aide pas plus. Par ailleurs, il existe une légère diminution, voilà, c'est ça, de T3 et T4 libres et de TSH en fin de grossesse. En fait, du coup, moi j'imagine qu'il y a T3 et des T4 qui se baladent, et du coup, au début, il y en a beaucoup, etc. Et en fait, ces T3, T4 libres, ils vont diminuer, mais en parallèle, on va avoir une augmentation des T3 et T4 total. Et total, j'imagine que c'est genre des combinés, et du coup, il y a une diminution des libres et des augmentations des combinés. Et si on a des augmentations des combinés, c'est qu'il y en a moins des libres. Voilà. I don't know if it helps you. Atteignant les limites inférieures de la normale. Donc, on a un peu moins que la normale, mais il n'y a pas de répercussion. 1%. Pas de répercussion. Enfin, là, au niveau de T3, T4, il n'y a pas de répercussion pendant la grossesse. De ces hormones-là. Modification du métabolisme phosphocalcique, donc phosphore et calcium, elles sont importantes et principalement liées à la minéralisation du squelette fœtal. Minéralisation, hein, c'est cette création, cette ossification. Donc cette variation de phosphore et de calcium, elle est due à ça. Et en plus, c'est rapide. Donc ça, c'est une évolution qui est importante et rapide. Les besoins calciques fœtaux augmentent surtout au 3e trimestre. Dernier trimestre. Et là, on joue tout. On continue à travailler. Vous verrez ça pareil en embryo. Le dernier mois, je crois que c'est 5e mois surtout, où voilà, il y a un développement important du corps du bébé. Corps bébé. Atteignant un taux de 300 mg par jour. Ça aussi, ça tombe. Réponse maternelle. Comment le corps de la maman fonctionne lors de cette synthèse phosphocalcique? Il y a une augmentation de l'absorption intestinale du calcium. Du coup, dans le circuit maman, dans la circulation de la maman, on va venir récupérer un maximum de calcium dans de son alimentation pour aller dans le sang. Nous, on veut que ce soit dans le sang pour qu'après, ça aille chez bébé. Et avoir une diminution de l'excrétion rénale de calcium. Excrétion, c'est exit, c'est sortie. On veut moins de sortie de calcium. Non, on veut pas d'exit.
exit calcium. On veut que le calcium reste. Donc on veut diminuer l'excrétion de calcium. Parce que c'est le rein qui va venir jeter ou garder pour garder dans le corps ou jeter pour jeter et éliminer dans les urines. Donc le calcium, il reste dans l'organisme maternel. Donc moins d'élimination, moins d'excrétion rénale et plus d'absorption au niveau intestin. Parce que l'intestin, c'est ça son rôle, vous voyez en anatomie, l'intestin, son rôle, c'est d'absorber les nutriments. Augmentation des stocks calciques du squelette. Logique, ça va avec ce qu'on dit. On fait les réserves de calcium. Les surrénales. Les glandes surrénales, elles sont situées contre le pôle supérieur de chaque rein. Vous allez le voir en anatomie. On a le rein droit, le rein gauche, avec un chapeau. On a le chapeau phrysien, on a le chapeau en virgule. Voilà, vous voyez ça, les détails. Et ils sont divisés en deux tissus. On a la cortico-surrénale, c'est ce qui est autour, qui va sécréter des minéralocorticoïdes, des glucocorticoïdes et des hormones sexuelles. Et plus à l'intérieur, médium, la médulo-surrénale qui va sécréter des catécholamines. On retient médium, catécholamines et cortical à l'extérieur, c'est les minéraloïdes, glucocorticoïdes et les hormones sexuelles. Les catécholamines à l'extérieur, les catécholamines à l'intérieur, dans la médulo, dans les inside, eux vont être sécrétés par donc la médulo-surrénale et ils vont être peu modifiés, sauf l'adrénaline et la noradrénaline qui vont diminuer. Donc adrénaline, noradrénaline, on se dit adrénaline c'est énergie. La maman, elle a pas trop d'énergie, ça dépend des mamans, mais elles sont fatiguées, elles veulent se reposer, elles doivent se reposer, donc ça diminue. Donc on retient adrénaline, noradrénaline, ce sont des catécholamines sécrétées par la médulaire de notre rein. Les aînés, nos surrénales plutôt. Le cortisol placentique, le cortisol plasmatique double dès le début de la grossesse. Mais il n'y a pas de trouble clinique car la fraction libre reste stable. Donc cortisol du plasma double, x2. Action principale, augmentation de la glycémie, augmentation du sucre. On a besoin via la NGG, néoglucogénèse, ça vous l'avez vu en bioche. Et on a l'inhibition de certaines réponses du système immunitaire. On a dit on inhibe certaines réponses immunitaires pour pas que le corps se dise « Oh my god, on est en hyperglycémie », et du coup, il va se mettre à réagir, et il va vouloir faire diminuer, il va faire fonctionner d'autres parties du corps, d'autres systèmes pour diminuer notre glucose. Mais non, nous, il y a une hyperglycémie, on veut garder cette hyperglycémie, c'est physiologique, donc on fait taire notre système immunitaire. Donc c'est super bien fait, n'est-ce pas? Et ensuite, on a une augmentation de l'aldostérone, qui est un minéralocorticoïde, donc ça on a dit que c'était dans le cortex, dans le cortico-surrénal, qui va augmenter car le système SRAA, le système rénine-angiotensine, aldostérone, est stimulé pendant la grossesse. Ce système, SRAA, ça je sais plus, je crois que c'est en biophie ou en physio, on voit ce système qui a un rôle crucial dans le maintien de la volémie, volume plasmatique, de la tension artérielle et de la kaliémie. Kaliémie, c'est le potassium, le K+. Donc pourquoi? Parce que le SRAA, pour résumer rapidement, eh bien, il va permettre l'absorption de l'eau. Il va aider l'hydratation au niveau de notre rein. La néphro, c'est incroyable. De la néphro. Donc, SRAA, c'est un système qui va permettre d'absorber et pour qu'on ait un bon volume dans le corps et pour pas qu'on ait pour gérer notre tension artérielle, parce que tension égale tendu égale variation des volumes. Et la kaliémie, parce que pareil, c'est au niveau du rein qu'il y a plus ou moins d'absorption de potassium. Il y a une augmentation de la testostérone, le T qui est une hormone sexuelle. Donc augmentation de la testostérone. Testostérone, c'est ce que les hommes en général ont plus comme hormone, et la testostérone, ça donne une pilosité importante, etc. Et ça, vous verrez en cours 3 de modification physio si tout se passe bien. Au cours 2. Pancréas, le pancréas c'est une glande, d'accord? C'est une glande qui est normale pendant la grossesse, il n'y a pas trop de modifications, mais il existe une adaptation avec l'hyperinsulinisme. Il va y avoir une hyperinsulinémie, on va avoir une sécrétion importante d'insuline, réactionnelle, donc ça réagit au système qui est actif, présent, actuel, qui va être prédominant en postprandial. Donc après manger, maman va manger, et ça va sécréter un max d'insuline pour faire un max de stockage pour bébé.
ce qui permet de maintenir le glycémie, donc la glycémie de la maman normale. Si cette fonction est déficiente, on va doubler parce qu'il faut pour elle et il faut pour bébé. On est pour deux là. Si cette fonction est déficiente, il y a un retentissement materno-fœtal qui est à craindre. Bébé se développe plus et maman est en danger. Pancréas, c'est un organe qui est dit mixte, endocrine et exocrine. Endocrine parce qu'il sécrète des hormones, on l'a vu, insuline, glucagon. Et exocrine parce qu'il y a le sucre pancréatique qui va aider à la digestion. Modification métabolique. On va parler des lipides, des protéines et des glucides rapidement. C'est un gros coup, hein, celui-là. Métabolisme de base, le MB. Il correspond aux besoins énergétiques incompréhensibles, irréductibles. Incompressible, irréductible. Un métabolisme vital de l'organisme. C'est-à-dire la défense d'énergie minimum quotidienne. La dépense d'énergie minimum quotidienne permettant à l'organisme de survivre. C'est le minimum, c'est the base, la base. Au repos, l'organisme consomme de l'énergie pour maintenir en activité ses fonctions, notamment vitales, comme le cœur, le cerveau et la digestion. Le métabolisme de base donc va augmenter pendant la grossesse, puisqu'il va avoir besoin de compenser pour deux. Il va augmenter de 15 à 30%, hyper important, c'est 15 à 30% et pas 10 à 20, c'est 15 à 30 durant la grossesse. Un quart de cette augmentation, elle va correspondre aux besoins accrus liés au travail supplémentaire du cœur et aux poumons de la maman. Un quart de cette augmentation est due aux organes vitaux, au cœur et aux poumons maman. Le 3/4, la majorité du reste, est destiné à fournir l'énergie nécessaire à l'unité fœto-placentaire. Puisque comme il y a un travail au niveau du fœtus et au niveau du placenta, et on l'a vu tout à l'heure, et avec la stéroïdogénèse, etc., ça demande de l'énergie. Et cette énergie, eh bien, il faut bien qu'elle vienne de quelque part, et notamment de cette alimentation. Voilà. On distingue deux périodes au cours de la grossesse. On a la première partie de grossesse, la T1, T2, où la croissance fœtale, elle est faible. Donc c'est pas le bébé qui va être le plus en développement, donc c'est la maman qui va plus, le corps de maman qui va travailler pour accumuler le stock nécessaire pendant la première partie. Et c'est seulement à T3, en deuxième partie de la grossesse, où là tout ce qu'on a stocké, eh bien on va l'utiliser, et là on va plus être en anabolisme, on va être en catabolisme. Catastrophe, casser. On va casser tout ce qu'on a stocké pour pouvoir envoyer à bébé. Mobilisation des réserves maternelles au profit du complexe materno-fœtal. C'est pour cela qu'il faut prendre du poids dès le début de la grossesse. Donc maman qui doit prendre du poids parce qu'elle a un IMC qui est faible, eh bien c'était pour ça. Sinon ça veut dire qu'au premier trimestre, elle va pas beaucoup stocker. Les lipides, en début de grossesse, la prise de poids maternelle, elle est indépendante du gain du poids du fœtus, ce qui permet un stockage de lipides dans le tissu adipeux maternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maman qui va prendre du poids à T1, T2, c'est pas pour elle qu'elle l'a pris, c'est pour bébé. C'est pas elle qui a pris du poids, c'est bébé et c'est placenta. À T3, il y a libération des lipides stockés, donc deuxième partie de grossesse, catabolisme lors de la mise en place du processus catabolique. Les triglycérides peuvent augmenter 2 à 3 fois 2 à 3 fois durant la grossesse. Donc x2, x3. Avec un retour au taux normal en 6e semaine postpartum, après l'accouchement. Donc on attend jusqu'à 6 mois de grossesse. Donc on continue à faire des consultations après la grossesse. C'est pas fini. Le cholestérol aussi va augmenter pour revenir à la normale, cette fois pas 6e semaine après l'accouchement, jusqu'à la 8e semaine après l'accouchement. En moyenne, ça peut être avant. Le poids est souvent important, hein, je sais pas, j'ai une petite note. Protéines. Le taux de base de la protéolyse et le renouvellement des protéines, il ne varie pas ou peu au cours de la grossesse. Pareil, hein, on peut avoir un item type protéolyse importante x2, x5. Les protéines totales plasmatiques diminuent par contre, elles, de 10 grammes par litre. Ça tombe. Essentiellement l'albumine. L'albumine, c'est une protéine importante. Glucides. Alors, on va voir qu'à T1, les cellules bêta des îlots Langerhans augmentent en nombre et en volume, sous l'effet de l'imprégnation des œstrogènes et de la progestérone. On a augmentation de progestérone, augmentation d'œstrogène, et ça va stimuler l'augmentation des cellules bêta des îlots de Langerhans. Par conséquent, la réponse insulinique au glucose, donc le stockage de glucose, va augmenter. Et du coup, on va avoir une diminution de 10% de la glycémie maternelle. Du coup, on va avoir moins de ce mi à la fin, ça veut dire comme anémie, c'est pour dire dans le sang. Donc glucose, glycémie, moins dans le sang, plus chez bébé. Donc diminution de 10% de la glycémie maternelle, mais du coup augmentation parce qu'il y a un stockage, chez bébé. Pardon.
Et du coup, augmentation d'insuline, augmentation du stockage, du coup, diminution dans le sang. Vous vous rappelez, moins dans le sang, plus dans le stock. 10%. L'hyperinsulinisme postprandial, donc après manger, maman mange, et après directement stock, est responsable de la mise en réserve rapide, fonctionnement incroyable du corps, des nutriments, d'où une baisse de cette glycémie. Jusqu'à 22 semaines d'aménorrhée, il y a cette donc T1, T2, donc jusqu'à environ 22 semaines d'aménorrhée, ou encore 20 semaines de grossesse, l'anabolisme maternel est prédominant. La mère, elle stocke des nutriments. À distance des repas, donc bien après le postprandial ou pendant le dodo, la glycogénolyse, lyse cassée du glucose, et la néoglucogénèse, le stockage, la création du stockage, la création nouvelle du glucose se met rapidement en marche pour donner de l'énergie nécessaire au fœtus. Donc le travail ne s'arrête pas. Donc là, on a parlé de T1, là on parle de surtout T3, deuxième moitié de grossesse. On observe l'apparition d'une légère insulinorésistance. Là, le corps n'en peut plus. Beaucoup trop de sécrétion d'insuline, alors là, le corps résiste, favorisé par l'élévation importante des taux de certaines hormones, comme la progestérone ou encore la HPL, l'hormone lactogène placentaire, car ce sont des hormones qui sont hyperglycémiantes, hyperglycémie. L'HPL, vous vous rappelez, lactose, lait, croissance, action fortement lipolytique et agit en antagoniste à l'insuline. Et du coup, cette HPL-là, elle va être antagoniste à l'insuline. Parce qu'on se rappelle, HPL égale croissance du bébé et du coup égale moins chez maman. Donc c'était un antagoniste de l'insuline maman. Donc lipolytique, elle va elle va casser les lipides de maman. Elle limite le stockage dans le tissu adipeux maternel et donc favorise l'utilisation des réserves pour le fœtus. Je me rappelle, mais comme ça on en discute et puis c'est comme si on en parlait ensemble. Moi je sais que j'aime bien faire ça et j'aime bien apprendre comme ça. Donc si ça peut vous aider, parce que vous allez avoir la diapo et puis vous allez avoir les fiches, donc ça sera que un bonus. Conséquence de la lipolyse, de cette killing, de cette destroy of lipides, et bien ça va créer une élévation des acides gras, parce qu'on se rappelle, plein d'acides gras ensemble, ça fait des gros lipides sympas. Et bien ça va nous faire plein d'acides gras libres et des triglycérides en fin de grossesse qui vont participer de manière indirecte à cette insulino-résistance et permet à la mère, à la maman d'utiliser ces graisses, donc ces triglycérides et ces acides gras, pour ses propres besoins et d'orienter préférentiellement le glucose vers le fœtus. Donc elle va plutôt utiliser les lipides et le glucose, elle va plutôt le laisser pour bébé. Le catabolisme maternel, il est prédominant. Là, on est dans envoyer à bébé. La mère mobilise ses réserves pour son fœtus. Sympa. Ces perturbations de cycle glycémique font qu'il y a des risques durant la grossesse de développer un diabète gestationnel. Et oui, on stocke. Et le corps, s'il ne suit pas, qu'est-ce qui se passe? On peut développer un diabète, trop d'insuline. C'est ça le diabète, le type 2. D'où l'importance de dépistage chez la femme représentant des risques de développer. Donc des personnes qui sont à risque de développer, mais alors les personnes qui l'avaient déjà avant, à surveiller de très près. Si déjà diabétique avant, il faut consulter dès le début, ou quand on a un projet de grossesse, il faut se faire suivre déjà avant. Mais bravo, c'est fini. J'ai mis un peu plus de temps que la première vidéo. Je vous ai mis bravo en plein de langues. Et une citation que j'aime bien: A soul isn't burdened beyond what it can bear. Une âme ne peut pas être éprouvée au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Je suis sûre que vous pouvez supporter la maïeutique parce que c'est génial, et si vous êtes là, c'est que vous en êtes capable. Dans tous les cas, moi je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, pour vous aider à comprendre. En tout cas, je ferai de mon mieux, avec un très grand plaisir. Je reste dispo donc sur le forum ou encore sur Facebook Messenger, où j'ai aussi partagé mon compte Instagram que j'ai fait exprès pour cette année. Donc voilà, plein d'énergie pour les révisions et puis à très bientôt.